Je m'appelle Anaïs, j'ai 24 ans. Je suis ici notamment pour parler de l'endométriose. J'ai été diagnostiquée il y a 5 ans maintenant, parce que j'avais des règles très douloureuses depuis que j'étais adolescente. Mais des règles douloureuses au point où je ne pouvais pas me rendre au lycée, des hémorragies absolument tout le temps, enfin c'était assez compliqué. Mhm. Et ma maman a de l'endométriose également. Et elle savait pertinemment que ça pouvait avoir un lien. Donc elle m'a emmené faire des examens et il s'est avéré que c'était bien ça. Et du coup, à 19 ans, j'ai commencé mon parcours pour la maladie, pour un peu savoir ce qui était possible de faire et comment faire pour que ça fasse moins mal. Mhm. Parce que du coup, l'endométriose, c'est quand même une maladie très douloureuse, notamment quand on a ses règles. Et au-delà de ça, c'est une maladie assez handicapante au quotidien. Mhm. Et je suis venue avec mon mari, Bruno, avec qui je suis Enchanté. depuis 10 ans. Donc, il a aussi vu l'évolution de ma maladie au fil des années Mhm. et qui la vit avec moi un peu au quotidien. Donc Bruno, je suis le mari d'Anaïs, ça fait 2 ans maintenant qu'on est mariés, 10 ans qu'on est ensemble. Donc on s'est rencontrés au collège et en fait depuis on s'est pas quitté. Du coup effectivement par rapport à sa maladie, j'étais là quand on l'a diagnostiqué et puis maintenant on vit avec du coup ça fait 5 ans qu'on vit vraiment ensemble donc ça fait 5 ans que vraiment je vois tous les jours ce Au que ça quotidien. cause, voilà, ce que ça peut causer comme problème. Déjà, d'avoir des règles douloureuses, c'est pas normal. Mhm. Les règles, c'est censé ne pas être aussi douloureux que ce qu'on pense. C'est un peu un mythe, je pense, qui a été créé autour de ça parce que c'est souvent des gens qui ne sont pas touchés qui parlent des règles et qui nous font croire malheureusement que souffrir c'est normal et c'est jamais normal d'avoir aussi mal pendant ces règles. Donc, je pense que le premier symptôme le plus alarmant, c'est la douleur. Le fait d'avoir extrêmement mal, d'avoir comme des formes de contraction ou des coups en fait de poignard dans le vagin. C'est une des premières choses. Un des deuxièmes symptômes, ça peut être le fait d'être très fatigué. Parce que du coup, avoir l'endométriose, ça implique d'avoir beaucoup d'écoulement de sang, donc beaucoup de perte de fer et du coup d'être anémié. Donc la cause aussi qui peut en découler, c'est la fatigue. Et également d'avoir mal pendant les rapports sexuels, notamment dans certaines positions. Et voilà, je dirais que c'est les 3 symptômes les plus alarmants au début. Et également, en fonction de où est située l'endométriose et où sont situées les kystes, ça peut être d'autres choses. Moi, j'ai beaucoup de mal à rester debout très longtemps ou rester assise très longtemps. Il y a certaines positions qui me font plus ou moins mal que d'autres. Donc voilà, je dirais que c'est ça les symptômes. Pour l'endométriose, il n'y a malheureusement pas de traitement. Il y a des choses qui permettent de retarder un peu l'évolution de la maladie ou d'atténuer la douleur. Donc la plus courante, on va dire, c'est la mise sous pilule en continu. Donc moi, je suis aménorrhée depuis 5 ans, donc je prends la pilule en continu, donc j'ai pas mes règles. Parce que l'endomètre se décroche moins et du coup, il y a moins de kystes qui se prolifèrent quand on est sous pilule en continu. C'est pas un traitement, malheureusement, c'est un peu un retardataire de catastrophe, je dirais ça comme ça. Mhm. Et d'où découlent pas mal de choses assez négatives et d'effets secondaires, notamment une prise de poids importante. Ça peut être des maux de tête. Enfin, déjà le temps de trouver la bonne pilule qui peut être mise sous pilule en continu parce qu'on n'a pas tous les mêmes corps et on ne supporte pas la pilule de la même manière, c'est assez long. Je pense que ça a mis au moins un an avant que je trouve une pilule qui me convienne. Mhm. Et donc il y avait des effets secondaires plus ou moins fréquents en fonction des pilules. Et ensuite, les antidouleurs, ça va être principalement crescendo au tout début de l'antadis. Et après, j'ai eu jusqu'à du dafalgan-codéiné et de la morphine pour finir. Parce que en fonction de la douleur, du coup, on a plus ou moins des antidouleurs différents. Et j'ai aussi eu du neurotin parce que j'ai une endométriose nerveuse, donc pour essayer d'atténuer la douleur sur les nerfs. D'accord. Donc ça, c'est les traitements, je dirais, Global. officiels ou Ok. global. Et il y a des traitements alternatifs Mhm. vers lesquels on se tourne tout un peu plus ou moins, je pense, avec le temps pour essayer de ne pas être médicamenté tout le temps, comme notamment changer son alimentation. Moi, ça a été super efficace pour moi d'arrêter la viande. C'était vraiment quelque chose qui me provoquait beaucoup de douleur. Ça réveillait beaucoup de douleur et ça a été très efficace. Commencer le yoga. Le chanvre aussi, le CBD, ça marche extrêmement bien. Et en fonction des femmes, du coup, je pense qu'il y a ces méthodes alternatives-là qui peuvent être peuvent pallier les traitements. Du coup, pour l'instant, on n'a aucune preuve scientifique que l'endométriose puisse être héréditaire. Néanmoins, du coup, elle avait quand même pas les mêmes symptômes que moi.
Elle, son parcours de vie a été plus particulier parce qu'elle a mis énormément de temps à être diagnostiquée, parce que dans les années 90, bon, déjà à l'heure actuelle, les maladies féminines, c'est pas non plus extrêmement abordé, mais alors encore moins il y a 30 ans. Donc, on n'a pas su ce qu'elle avait pendant très longtemps et elle a été opérée plusieurs fois pour un peu voir ce qui se passait. Et du coup, on a découvert que c'était bien de l'endométriose, un peu aux prémices du moment où on commençait à découvrir la maladie. Et elle en a eu du coup pendant des années. Elle a réussi à avoir 3 filles, alors qu'on lui avait dit qu'elle était stérile. Donc je pense que ça peut donner aussi beaucoup d'espoir parce que pour le coup, c'est une maladie qui est tellement plus connue qu'on entend plein de choses et je pense qu'il faut savoir discerner le vrai du faux aussi. Et elle a fini par avoir une ablation de l'utérus parce que l'endométriose est une maladie qui ne se termine jamais, même après la ménopause malheureusement. Mais j'ai 2 petites sœurs qui du coup ont elles aussi des règles très douloureuses et qui sont en début de parcours pour savoir si c'est de l'endométriose ou une autre maladie, parce que les maladies féminines, il y en a plein. Donc pour voir si c'est ça ou pas. En fonction de où sont situées les kystes, ça fait plus ou moins mal. Ma mère, par exemple, ça a commencé plutôt vers la vessie. C'était vraiment très localisé vessie. Donc, pour le coup, c'est une endométriose qui n'est pas forcément douloureuse. Au quotidien, ça provoque d'autres effets. Par exemple, elle avait tout le temps besoin de toilette ou des choses comme ça. Mais ça provoque moins de douleur. Moi, mon endométriose, elle n'est pas grave, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas extrêmement étendue. Par contre, elle touche principalement les nerfs. Et du coup, elle est très 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 liée au stress et à l'anxiété. Donc en fait, l'anxiété alimente l'endométriose puisqu'elle stresse les cellules qui sont sur les nerfs, ce qui fait que du coup, ça provoque des grosses douleurs. Et la douleur provoque de l'anxiété, donc c'est un peu un Ouroboros permanent. Et du coup, en fonction de où est-ce qu'elle est située, elle est plus ou moins douloureuse. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de degré d'endométriose plus douloureuse ou plus ou moins grave parce qu'on la supporte toutes de manière différente. Une endométriose très légère peut être très douloureuse et une endométriose très profonde peut ne pas du tout se sentir. Donc je pense que ça dépend des femmes et de où c'est situé. Au quotidien, c'est très réglé, moi, pour le coup. J'ai des crises vraiment très réglées dans ma journée. Généralement, j'en ai une quand je me lève le matin. J'en ai une à 3h du matin, 3h15 exactement, toutes les nuits. Et après, dans la journée, c'est un peu c'est variable en fait en fonction de ce que je fais. Si je reste très longtemps assise, par exemple au bureau, j'ai besoin de me lever. Et si je me lève pas pendant une longue réunion, ça va me déclencher une crise. Si je reste debout très longtemps, je sais pas, imaginons on va à Disneyland et qu'on fait la queue pour un manège. Si je reste plus de 2 heures debout, ça peut me déclencher une crise. Je sais qu'il y a plus ou moins des situations qui vont me déclencher des crises dans la journée. Et à part ça, du coup, c'est assez fatigant. Donc, je suis anémiée souvent. Donc, je prends de la spiruline et des choses un peu pour pallier et avoir plus de fer que la normale, on va dire ça comme ça. Je fais plus attention en tout cas à mon fer que la norme. Et donc, ça, c'est les principaux désagréments, je dirais. Et j'ai jamais mes règles. Ça aussi, c'est une particularité. Et quand j'ai mes règles, ce qui peut arriver quand j'ai un oubli de pilule ou autre, c'est assez complexe à gérer, on va dire. Je peux rapidement finir à l'hôpital parce que je vais avoir des saignements extrêmement importants. Donc, si c'est pas le cas, j'essaie de faire attention. En tout cas, si je sais que j'ai oublié ma pilule, par exemple, pendant 2 jours, j'essaie de poser des congés ou d'aménager en fonction. Et au niveau de la sexualité, c'est aussi un peu complexe. L'endométriose, c'est une maladie qui provoque beaucoup de vaginisme notamment. Parce que comme on sait qu'on va avoir mal, du coup on se referme et c'est un peu compliqué. Donc ça aussi, ça s'apprend avec le temps à gérer. Ça a mis beaucoup de temps, mais j'ai eu la chance d'être très bien suivie. Je suis suivie au centre d'endométriose de Saint-Joseph, qui est un des premiers centres d'endométriose en France, qui ont un panel de médecins très très diversifié et des femmes très à l'écoute et très bienveillantes. Et j'ai eu la chance d'avoir une sexologue et une sage-femme qui m'ont beaucoup aidé là-dedans, qui nous ont aidés là-dedans, et avec qui on a beaucoup discuté et trouvé plein de méthodes un peu alternatives pour justement se déstresser avant d'avoir un rapport sexuel et pouvoir le faire sans qu'il y ait de douleurs conséquentes à ça. Moi j'essaye de l'accompagner au maximum, mais c'est vrai que moi, en fait, si vous voulez, ça m'impacte pas physiquement, mais c'est vrai que moralement, en fait, j'ai du mal pour elle. Je l'aime, donc forcément, ça fait pas plaisir. Et après, au quotidien, c'est beaucoup d'angoisse aussi de est-ce qu'elle va s'en sortir au boulot parce que du coup, en ce moment, elle travaille en bureau, donc elle a l'occasion de pouvoir parfois se lever ou en fait gérer ses postures pour pouvoir être le plus à l'aise possible. Mais pendant longtemps, elle a travaillé en librairie, donc debout toute la journée et sans pouvoir s'asseoir. Et c'est vrai que pendant ces périodes-là, il y avait pas mal d'angoisse. Elle m'appelait
parfois elle avait des crises aux toilettes quand vraiment c'était trop dur, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que c'est pas facile de vivre avec ça. Après, au niveau de la sexualité, bah, honnêtement, c'est surtout beaucoup d'écoute et en fait de communication. C'est-à-dire, même quand on est en rapport sexuel, c'est pas juste un truc qu'on vit seul, c'est un truc qu'on vit à deux. Et donc, du coup, c'est important d'être sûr que la personne qui est avec nous se sente bien à ce moment-là et qu'elle apprécie ce qu'on fait ou pas. Parce que, en fait, on n'a pas conscience que la personne a mal si on lui pose pas la question. Donc du coup après, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre parce que bah, comme tout le monde, bah, comme c'est la première personne avec qui je suis sorti aussi, c'est Ah aussi la oui, première personne avec qui j'ai fait toutes mes expériences. ah, d'accord. Et donc du coup, bah, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Et bah, elle m'a beaucoup aidé là-dessus parce que du coup moi je connaissais rien. Mm. Et donc du coup bah, j'ai appris avec elle et tout ça. Et je pense que bah, après ça c'est pas à moi de le dire, mais je pense que on a réussi à aujourd'hui à avoir un Un moyen, rythme, enfin comment? trouver notre rythme. Oui, voilà, trouver notre rythme et surtout, on n'a pas peur de se dire les choses, quoi. Quand on a besoin de se dire quelque chose où ça fait mal, ou on n'a pas envie, ou ceci ou cela, bah, on se le dit et La on se communication, c'est le comprend, plus quoi, ouais. important. Ouais, la communication, c'est le plus important, je pense. Alors oui, enfin moi personnellement, ça m'a aidé de voir un sexologue parce Pour que c'est vrai comprendre. que voilà pour comprendre, parce que étant donné que je le vis pas tous les jours et en plus de ça, bah alors c'est vrai que je l'accompagne à tous ses rendez-vous médicaux aussi justement Mm. pour Pour comprendre, comprendre. parce que en fait, au bout d'un moment, je me suis dit bon, on va vivre ça tous les jours ensemble. Je peux pas juste rester en tant que spectateur et ne pas comprendre ce qui lui arrive. Parce que bah, comme c'est vraiment, comme elle a dit, c'est au quotidien. Alors, par exemple, c'est la crise de 3 heures du matin, bah, on est ensemble dans le lit quand elle l'a, donc forcément, c'est quelque chose où il faut se dire, bah oui, c'est chiant parce que je vais au travail le lendemain matin, mais c'est la femme que j'aime, donc je dois faire quelque chose, quoi. Donc du coup, je reste avec elle, j'essaie de discuter parce que c'est aussi On comme fait c'est une une question bouillotte. d'anxiété, voilà, comme c'est une question d'anxiété, donc aussi de compression nerveuse, on fait des bouillottes ou juste on discute pour que ça l'apaise. Donc du coup, voilà, après, ça m'a beaucoup aidé, oui, du coup, tous ces rendez-vous, tout ça. Un message ou pas? Un message, Qui ça pourra serait. jamais comprendre la douleur que Ouais, en c'est. fait, il faut pas essayer de comprendre vraiment d'où vient la douleur et tout. En fait, ce qu'il faut faire surtout, c'est accompagner le mieux possible la personne à qui vous êtes, communiquer enfin, pour moi, vraiment, le premier principe, c'est la communication, quoi. Si vous parlez pas, vous pourrez pas comprendre et surtout, enfin, et l'accompagnement. En fait, voilà, c'est ça, la communication et l'accompagnement, c'est les plus importants. L'écoute. Voilà. Oui, Oui. on aimerait beaucoup et justement, c'est Ouais. vrai que c'est toujours aussi un stress le fait d'avoir une endométriose que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas assez informé. Il y a pas mal aussi d'intox sur les enfants. Et on a toujours l'impression que c'est un parcours extrêmement compliqué pour avoir un enfant. Et encore une fois, ça dépend des endométrioses, ça dépend des femmes, ça dépend de la vie. Parce que parfois, c'est un peu improbable. Enfin, ma mère était censée être stérile et ça n'a pas été le cas. Donc, ça dépend de plein de paramètres. Donc oui, on va essayer de ne pas se mettre la pression, parce que je pense que c'est aussi beaucoup une question de stress, il ne faut pas trop stresser le corps et voir quand ça arrive. Mais c'est vrai que c'est une question aussi d'organisation, donc pour le coup, c'est Oui. pas d'essayer de faire un enfant du jour au lendemain, on doit C'est pas entamer comme des dans les films, démarches. quoi. C'est Voilà. pas un jour elle va arriver à me dire oh, je suis enceinte. Enfin, c'est toute une préparation. Voilà. Voilà, Et puis donc. la pilule on continue aussi. Le corps, il produit plus d'ovules depuis des années, donc c'est aussi un peu remettre la machine en marche. Et du coup, on est suivi et on en parle beaucoup au centre de l'endométriose notamment. Et du coup, voilà, c'est des démarches un peu particulières, mais j'espère que ça se fera naturellement, comme c'est le cas pour la plupart des couples. Si ça se fait pas naturellement, on a déjà envisagé le fait de passer par des chemins annexes, que ce soit par de la procréation médicalement assistée ou que ce soit par l'adoption. On n'est pas du tout fermé au fait d'adopter un enfant, bien au contraire. Donc, de toute façon, j'ai pas envie de souffrir très longtemps dans l'envie d'avoir un enfant. Si ça dure trop longtemps et que c'est trop moralement compliqué et physiquement compliqué, on adoptera. C'est toi.
Le matin, ce qui me motive à me lever, je pense malgré la maladie, c'est déjà que la vie elle continue. Après, j'ai un parcours de vie particulier parce que j'ai subi une très très grosse dépression il y a quelques années. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi sur ma manière de voir la vie parce que le fait que ça aille mieux psychologiquement, j'aime beaucoup la vie en général et j'ai envie de vivre mes journées pleinement. Donc j'ai pas envie que ce soit l'endométriose qui m'arrête à vivre ces journées pleinement. Et la deuxième chose, je pense que ce serait l'amour, que ce soit l'amour qu'on se porte mutuellement, mais aussi l'amour de mes proches, de ma famille, de mes amis. Ça m'aide beaucoup beaucoup au quotidien parce que j'ai des gens très bienveillants autour de moi pour le coup, notamment sur cette question-là. Et ça m'apaise aussi le soir pour dormir. Et puis d'autres méthodes alternatives, comme les bouillottes par exemple. Ça c'est très efficace. Ça marche bien. Ouais, et les bains très chauds. Je pense aussi, voilà, le fait de vouloir construire notre vie. Et je suis quelqu'un d'assez motivé aussi dans ma vie professionnelle et privée. Donc l'envie d'accomplir plein de choses et de ne pas laisser la maladie nous manger. Je ne suis pas définie seulement par mon endométriose. Oui, c'est une maladie dont on ne parle pas et c'est une maladie méconnue qui peut faire très peur, surtout je pense de dire à une jeune fille de 16 ans qu'elle est atteinte d'endométriose, c'est compliqué et c'est un passage compliqué. Donc je pense déjà de ne pas en avoir peur, mais par contre de ne pas faire l'autruche, de ne pas se dire j'ai mal mais c'est pas grave, je laisse ça pour plus tard, je m'en occupe pas, c'est vraiment essentiel que ce soit pas à 16 ans ou à 35 ans. C'est pas normal d'avoir extrêmement mal pendant ses règles, donc vraiment de faire les démarches pour chercher ce que c'est. Le corps médical, il n'est pas que bienveillant, j'en parlais tout à l'heure. Saint-Joseph, c'est très bienveillant parce qu'ils connaissent bien la maladie, mais avant ça, j'ai eu beaucoup de gynécologues qui m'ont dit, notamment des gynécologues hommes, qui m'ont dit que j'étais une chochotte, que j'avais pas vraiment mal, que j'abusais sur mes douleurs, que les règles ça faisait mal, et en fait, ils allaient pas plus loin que ça. Et j'ai eu la chance d'avoir en fait ma mère qui avait vécu le même parcours et qui m'a poussée à faire des démarches supplémentaires pour chercher et savoir ce que c'était, parce que sinon, je pense que j'aurais vite abandonné. Et du coup, toutes les jeunes filles qui souffrent, de pas abandonner, de chercher pour savoir ce que vous avez, et ensuite, quand vous aurez un diagnostic, c'est pas une fatalité et c'est pas ça qui va vous arrêter de vivre, mais c'est bien de comprendre pour savoir comment améliorer les douleurs et comment faire pour vivre avec plus facilement.